en plateau. À mes côtés, Alain Dubreuil, directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir et bienvenue Alain. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Et Cyril Collet qui est avec nous à distance par téléphone, le directeur de la gestion action de CPR Asset Management. Bonsoir et bienvenue Cyril. Je poursuis le tour de table avec cette même question et vos commentaires, votre analyse sur les enseignements quand même, peut-être même politiques de cette élection américaine. Déjà, comment on explique ex post ce soulagement de marché qui est quand même assez incroyable? Le Nasdaq est quasiment revenu sur ses plus hauts historiques. Igor. Le soulagement, c'est déjà que l'incertitude ou l'événement a eu lieu. Et donc, on a le résultat. Donc, mais on parlait de justement. En fait, on a le résultat d'une démocratie qui va trouver son point d'équilibre. C'est pas une situation qui n'a jamais existé. Il y a eu le précédent Gore-Bush, il y a eu le précédent, même Abraham Lincoln a mis du temps, mais c'était une autre forme de collecte de vote. Mais c'est quand même une démocratie qui est très judiciarisée et on a souvent des contestations. Après, c'est un pays qui a toujours été divisé. Souvenez-vous, Abraham Lincoln, la guerre de sécession. Donc, il ne faut pas toujours emphaser trop sur les deux Amériques. Alors, c'est vrai que le Trumpisme est là. Il avait commencé avec les Tea Party de Sarah Palin. Donc, ce n'est pas non plus un mouvement qui est complètement anodin. Non, mais c'est pas juste une parenthèse. C'est quand même une question qu'on pouvait se poser. Est-ce que c'est juste une parenthèse, visiblement l'exercice de sondage, ça ne vaut que quand on connaît bien son échantillon statistique. Ça, c'est une règle quasi mathématique. Après, les marchés sont contents parce qu'ils ont le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre en compte une situation internationale plus apaisée, un stimulus budgétaire, puis toujours le coffre-fort républicain au Sénat. Et j'allais dire, tous ceux en gestion, on le sait, qui gèrent avec les échéances politiques se sont trompés, puisque le Brexit, ça avait perdu 10%, mais ça a très très vite regagné. Ouais. Trump, ça a duré quelques heures, la baisse de marché. Et donc, en fait, même, si vous voulez, avant l'élection d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de craintes. Et les systèmes, aujourd'hui, ne produisent pas de crash. Les systèmes politiques ne produisent pas de crash. Ce qui produit un crack, c'est le Covid, c'est la pandémie, la chose qu'on n'a pas prévue et qu'on n'arrive pas à estimer en fait en termes de risque. Là, encore une fois, la Covid, maintenant, elle est là. On sait plus ou moins la traiter en termes de confinement. On sait qu'on va avoir un vaccin. Et c'est pour ça que les marchés ne sont pas plus inquiets que ça, alors que ça va coûter un petit peu à l'activité économique d'ici la fin de l'année, tout au moins en Europe. Bon. Puis juste un commentaire sur la troisième vague aux États-Unis. En fait, les États-Unis n'ont pas vécu la pandémie comme nous. C'est pas à l'échelon national. Non. Elle se déplace géographiquement. Oui. Donc on ne peut pas parler de première, deuxième, troisième. Enfin, la pandémie, de toute façon, à partir du moment où une population n'a pas été exposée suffisamment au virus, elle se déploie sur un territoire, une population plus large quand on réouvre les portes. Alain Dubreuil, vos commentaires sur cette situation de marché en lien avec l'élection américaine, bien sûr. En complément de ce que dit Igor, c'est vrai que souvent, en anticipation d'échéances politiques, on a tendance à peut-être un petit peu magnifier les scénarios du pire, ou en tout cas ce qui pourrait amener le scénario à changer. En l'occurrence, dans la vague, dans ce qui commençait à dominer dans les dernières semaines, c'était une large victoire des démocrates. Et là, la crainte pour les marchés, c'était la hausse des impôts, notamment sur les sociétés, la régulation peut-être plus forte des GAFA et, comme souvent, un certain matraquage des groupes pharmaceutiques. Et ça s'était bien matérialisé dans les cours de bourse au courant octobre. Même en Europe, la tech était à moins 11, la santé était à moins 7. C'était relativement inattendu. Et dans la journée d'hier, en fait, ce qui était le plus impressionnant, le rebond de la tech, d'une certaine façon, c'était assez prévisible, mais c'est le rebond de la santé qui était vraiment très fort. Je crois qu'on va en parler un peu plus tard dans l'émission. On en parlera avec un spécialiste, mais on peut en parler d'ores et déjà aujourd'hui. L'idée, c'est que, le rebond de la tech et de la santé, c'est le soulagement, en fait. C'est la tradition boursière, la translation boursière du soulagement qu'il n'y a pas une vague bleue. À partir de là, on se retrouve dans les États-Unis qui, de toute façon, ont souvent été dans un équilibre de pouvoir entre démocrates et républicains. Finalement, il faut qu'il y ait plus de 60 sénateurs d'un côté pour que vraiment le président ait toutes les mains toutes les cartes en main. Et en fait, ça a rarement été le cas dans l'histoire. Donc il y a toujours un équilibre des pouvoirs et c'est pour ça que, vu du business, en fait, les choses ne changent pas tellement.
Donc aujourd'hui, évidemment, l'idée d'un pouvoir partagé entre démocrates et républicains, on va voir exactement comment, mais c'est plutôt un soulagement pour les marchés parce que ça veut dire un peu more of the same. Et jusque-là, la politique qui a été menée dans les 4 dernières années, bon, elle peut être critiquée, mais elle était quand même relativement pro-business. Les conséquences dangereuses, c'est peut-être plus d'inégalités, des tensions. C'est un vrai risque à long terme, mais ça n'a pas forcément changé la donne à 1 ou 2 ans sur le développement des entreprises. Non. Je comprends les avantages, effectivement, du gridlock, du blocage. Ça évite des décisions politiques un peu trop abruptes, radicales. Ça évite la disruption. Mais s'il y a un souci de croissance à un moment aux États-Unis, et certains économistes estiment que l'économie américaine n'est pas en si bonne forme que ça. Il y a une phase de rattrapage très forte. S'il faut prendre des décisions budgétaires importantes, encore une fois, le méga stimulus, c'était quand même une carotte pour le marché qui faisait qu'on avait envie de voir Biden peut-être à la Maison-Blanche. Ce méga stimulus, il n'est plus dans les cartes aujourd'hui. Le Sénat va être républicain, en tout cas avec une majorité trop faible pour Biden éventuellement, pour faire passer justement des dépenses budgétaires encore très importantes. Si la croissance américaine s'affaiblit à nouveau, est-ce que ça peut être un problème pour des investisseurs qui se focaliseraient à nouveau sur cette question? Alain, Igor? Sur la croissance, il faut voir aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, les banques centrales en ont fait énormément. Donc de toute façon, mais visiblement, ils nous disent que c'est plus elles qui font la croissance. On a des politiques extrêmement accommodantes. Alors il y avait eu du côté de l'Europe un message, d'ailleurs avec Christine Lagarde et même Mario Draghi à la fin, qui commençait à dire bon, la Banque centrale a fait tout ce qu'elle pouvait, maintenant c'est peut-être aux dirigeants, au gouvernement de faire du déficit, en tout cas de faire des politiques de relance, comme par exemple l'Europe souhaite en faire une avec le projet de 700 milliards. Et effectivement, la Banque centrale ne peut pas tout. Elle met de la liquidité largement, mais il faut aussi que maintenant, il y ait des programmes d'investissement qui soient dirigés. C'est vrai qu'on attendait qu'avec un gouvernement Biden, il y ait peut-être plus de volontarisme de ce côté-là. Mais quand on voit ce qu'a fait la Fed dans les 4 dernières années, comme disait Igor, si la pandémie revient, s'il y a des faiblesses de croissance, la Banque centrale sera là. Et je pense que les dirigeants démocrates ou républicains seront prêts à relancer la machine si besoin. D'accord. Je pense qu'il y a une acceptation du creusement des déficits et de leur financement à très bas coût par les épargnants, puisqu'il faut quand même bien voir qu'il y a des investisseurs qui achètent les obligations de tous ces États. C'est bien de le rappeler. Chez Vital Épargne, on ne perd pas, perd pas le nord. Non, mais bien sûr. Ce système perdure, il n'y a pas de raison que la croissance s'affaisse, à moins d'un déséquilibre, comme ça a été le cas en 2008 d'endettement, ou d'une faute de parcours monétaire, d'une trajectoire monétaire. Mais on le voit bien, Alain l'a dit, les banquiers centraux ont tout fait pour garder le chemin de la croissance. Donc l'équilibre, pour moi, il se situe principalement du côté de l'épargnant. C'est-à-dire que si lui n'a plus peur d'un scénario politique ou d'un scénario sanitaire, il va continuer à alimenter cette source un peu sans fin de dette qui n'est jamais remboursée, qui est toujours relais. Puisque la dette d'État, c'est en fait pas vraiment fait, c'est plus vraiment fait pour être remboursé, c'est fait pour être tout le temps refinancé. Et donc ça, c'est une machine très efficace pour relancer l'économie. Que ça soit quand on donne des chèques aux consommateurs, quand on prête de l'argent à très bas coût, ça crée inévitablement de la croissance. Alors, c'est moins sain que la croissance il y a peut-être 10, 15, 20, 30 ans, mais ça aboutit quand même à de la croissance. En revanche, si on veut réfléchir aux événements inattendus, en fait, ça crée des inégalités, puisque quelque part, ceux qui ont du capital se voient survalorisés, que ce soit l'immobilier ou des actions, finalement, et ceux qui ont une petite épargne qui n'est plus rémunérée, ou ceux qui ont des emplois précaires, sont dans une situation difficile. On parle en France d'une nouvelle crise post-gilet jaune, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Covid et la crise actuelle renforce ces inégalités, c'est inévitable. On ne va pas dire qu'on ne l'a pas fait exprès, mais... C'était un peu la ligne directrice de la plateforme Biden, quand même, voilà, justement. C'est un peu aujourd'hui, c'est le danger à moyen terme, c'est qu'un jour, peut-être, il va y avoir des black swans inattendus, des émeutes, des problèmes, des troubles sociaux qui pourraient gripper la machine. De Mac, vos commentaires là, sur les stratégies de marché, les stratégies d'investissement. Oui, je pense que c'est vrai que la croissance va continuer à offrir de la performance, mais je serais moins catégorique sur la value parce que, par exemple, les 3 banques françaises ont plutôt bien publié et sur le dernier mois, alors pas le Crédit Agricole, mais en tout cas BNP et SOG, sont plutôt des titres qui ont bien performé et les banques, c'est vraiment catégorisé comme la value. Donc je pense qu'il va y avoir pas forcément le retour de la value, mais des secteurs
et la santé, il y a des titres value, alors moins que dans la banque, mais... Et pourquoi la banque particulièrement? Est-ce que ça fait partie des actifs ou des actions, des secteurs qu'on peut mettre stratégiquement dans des portefeuilles là, pour du long terme? C'est déjà un secteur qui n'est pas responsable de la crise et qui en souffre pas énormément. C'est-à-dire qu'à part les 2 trimestres où il y a eu un arrêt d'économie, c'est plutôt le bras armé de la relance, oui. Ce qui est très différent par rapport à la crise de 2008. Et donc, aujourd'hui, et on en parlera avec l'annulation de l'IPO Bien sûr, de Ant Financial. je pense que la menace FinTech est beaucoup moins prééminente, finalement, que ce qu'on pouvait penser, parce que le système bancaire, on le voit bien aujourd'hui, particulièrement en Europe, où il est l'intermédiaire entre les agents économiques, alors qu'aux États-Unis, les marchés financiers jouent beaucoup plus ce rôle. Donc moi, je le conçois à ces niveaux de valorisation comme plutôt un point d'entrée. C'est pas facile, mais on sait qu'il y a des problèmes de management, que la restructuration, mais dans les agences. Mais là aussi, la Covid va permettre de numériser, d'accélérer tout ça. La Covid est un mouvement d'accélération sur beaucoup de sujets de comportement économique et sociaux. Et il y a des banques qui sont capables après chacun fait sa sélection, mais il y a des banques qui sont capables d'affronter effectivement ces challenges aujourd'hui, numériques, digitaux. Oui, peut-être pas toutes, et on en a beaucoup en France avec des statuts différents, puisqu'il y a des mutualistes. Je ne sais pas si on aura 3 grandes banques internationales commerciales, mais ça c'est aussi un sujet d'intérêt, je pense, puisqu'on a vu, on en avait parlé, des mouvements de fusion-acquisition intra-pays. Oui, elles ont les moyens. Il ne faut pas oublier que c'est le secteur qui a à l'origine le plus digitalisé, puisqu'avant on mettait son argent dans un coffre. Donc c'est le secteur qui a dématérialisé son produit, l'argent, le premier. Et donc je pense qu'aujourd'hui elles sont plus solides et elles sont dans cette crise sorties un peu plus considérées, un peu mieux considérées que dans la dernière, où elles avaient été très responsables. Cette crise, comme vous dites, elles sont le bras armé de la relance, ça peut permettre de redorer un peu le blason de ce secteur bancaire. C'est important aussi, la psychologie, la manière dont on regarde un secteur je crois que quand on fait le parallèle avec ce que sont en train de faire les Chinois, ils démontrent que le système bancaire d'un pays qui se veut intégré dans un système financier international avec la convertibilité d'une monnaie, ça passe par un secteur bancaire sain, compétitif. Et on le voit bien aux États-Unis, les banques sont très puissantes. J'aime bien, il y a une coïncidence temporelle effectivement entre l'annulation de l'IPO de la plus grosse fintech du monde, le groupe chinois Ant Financial, et la surperformance des banques là, depuis quelques jours en Europe notamment, sur la partie IT, tech. Je rappelle toujours aussi ce que disait un jour, il n'y a pas très longtemps, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, la plus grande banque du monde. Le premier employeur d'ingénieurs IT au monde, c'est moi. C'est pas Google, c'est pas Apple. Il considère que c'est lui qui embauche le plus d'ingénieurs IT au monde pour sa banque. Bon, sur le secteur bancaire, Alain, disons que je vous vois un peu moins chaud que Igor, peut-être. Je reste réservé pour plusieurs raisons. La première, c'est que les résultats des banques au T3 étaient plutôt meilleurs qu'attendus, parce que l'économie a été assez bonne au T3 aussi. Donc, notamment, le coût du risque a diminué. Donc, optiquement, c'est mieux qu'attendu, c'est vrai, mais l'économie post-Covid va quand même être plus molle qu'elle ne l'était auparavant. Donc, on ne peut pas dire que, même si les États font ce qu'ils peuvent, on ne va pas avoir de l'hypercroissance dans les prochaines années. Donc, ça, ce n'est pas génial pour les banques de toute façon. On va avoir une hausse du coût du risque. On a quand même des sociétés qui vont faire faillite. Et dans les petites PME, c'est quand même les banques qui sont en première ligne. Il n'y a pas de financement obligataire. Enfin, c'est elles qui portent le risque. Deuxième chose, c'est que les États, avec le BGE, etc., on a beaucoup aidé les banques, donc ils ont distribué. Donc, elles ont une part de risque réduite sur ces prêts. Mais néanmoins, quand la casse va arriver, elles auront aussi leur part à payer. Troisième chose, c'est qu'avec finalement les actions américaines, pas de vague bleue, c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont en train de refluer. Alors, ils avaient moins bougé en Europe, c'est vrai, mais au global, on est quand même encore plus que jamais dans du lower for longer sur les taux. Et des taux bas, c'est quand même crucifiant pour les banques, et ça, c'est pas nouveau. Et puis enfin, c'est l'industrie lourde. C'est qu'effectivement, ils se digitalisent, mais il y a encore énormément d'agences bancaires. Il y a énormément de pyramides des âges de gens entre 45 et 65 ans. Aucune banque n'ose fusionner en raison des coûts de restructuration que ces fusions vont engendrer, aussi bien en Espagne qu'en France. L'ex-filiale de HSBC, l'ancien CCF, serait à vendre pour entre moins 1 et moins 2 milliards d'euros pour celui qui acceptera de le reprendre. Donc c'est dire, ils sont prêts à faire un énorme chèque pour s'en débarrasser. Donc c'est dire que des fusions
intra-européennes, tout le monde les souhaiterait, mais personne n'ose les faire parce que c'est un cauchemar d'intégration. En réalité, c'est une industrie lourde. Pour des questions informatiques notamment, le problème des fusions bancaires, c'est aussi les systèmes informatiques très souvent. Des problèmes RH, des problèmes IT, c'est compliqué. Et puis en plus, le régulateur, Bâle ou même nos gouvernants, ce qu'ils veulent, c'est que les banques soient là pour que l'économie ne s'effondre pas. Mais en revanche, qu'elles versent des dividendes à leurs actionnaires, ça, ils s'en fichent, c'est pas du tout leur préoccupation. Donc depuis 2008, en fait, les banques européennes, on leur a dit survivez. Donc on leur a demandé d'avoir de plus en plus de fonds propres, de prendre moins de risques, pourquoi pas. Mais du coup, elles font toutes du crédit immobilier parce que, soi-disant, il n'y a pas de risque. Mais enfin, pour financer la vraie économie avec les fonds propres, elles ne sont pas là. C'est peut-être pas vraiment leur métier non plus. Mais bon, disons qu'elles ne sont pas toujours là où il faudrait. Et puis, elles n'ont plus le droit de verser de dividendes. La différence entre les banques américaines et les banques... La BCE n'a pas encore levé l'interdiction. Ça traîne un peu. Ouais. Et on voit qu'aux États-Unis, les valeurs bancaires ont beaucoup rebondi. Et parce que si on regarde en nombre d'actions, en Europe, les banques ont 2,5 fois plus d'actions qu'en 2008. Donc, un résultat inchangé, elles auraient 60% de BPA en moins. Donc, on ne retrouvera jamais le niveau de 2008 quasiment en Europe. Et donc, cette dilution terrible pèse aussi lourdement. Et le marché européen qui lui aussi suit le mouvement du marché américain malgré cette situation sanitaire assez spécifique aujourd'hui dans le monde. Oui, alors on peut tous espérer un vaccin, mais il y a des vaccins contre la grippe et il y a toujours des gens qui meurent de la grippe. Oui. Aussi, donc le vaccin, c'est pas... Il n'y a pas des vaccins contre tout non plus. Oui, non, mais... les virus mutent aussi, donc il faut, à mon avis, s'habituer à l'idée que la Covid ou ce genre de maladie ou de pandémie se traite dans un temps long. Les entreprises sont en train de se mettre en ordre de marche justement pour des périodes durables. Une période durable peut-être des accordéons de pandémie où parfois on sera amené à dire aux gens restez chez vous et ça sera peut-être appliqué à d'autres maladies, à d'autres pathologies parce que nos systèmes hospitaliers sont démunis et pas du tout adaptés à ces pics de maladies. On est très nombreux et très condensés dans un territoire comme l'Europe, ce qui nous différencie peut-être d'autres zones. Après, l'Europe suit les États-Unis. Ce confinement, économiquement, parce qu'on n'a plus trop de données de statistiques, mais ce qu'on regarde maintenant, c'est beaucoup les données de trafic, de data, de mobilité. Ouais. Et on voit bien, on a beaucoup moins de mobilité. Alors on a l'impression à Paris qu'il y a beaucoup plus d'activité qu'au premier confinement, et c'est vrai. Mais vous avez 3 TGV sur 4 supprimés, 3 fois moins de trafic en Ile-de-France. On a des indices sur les personnes qui se déplacent. Google donne ça entre... le trafic Internet a quand même chuté. Donc, il va avoir un coût, ce deuxième confinement. Moindre. Et je pense que l'adaptation des gens qui travaillent est réelle. Mais demander aux petits commerces et aux gens qui vont fermer leur boutique, ils ne vont pas faire plus de chiffre d'affaires. Donc, il y a bien un moment où il va falloir payer une addition supplémentaire à celle qu'on a déjà embarquée au premier confinement. Donc, il faut des données qui étaient publiées notamment sur les opérateurs téléphoniques où la consommation d'Internet à la maison, on serait à plus 30 sur l'Internet à la maison, on serait à plus 40 sur les discussions téléphoniques. On serait quasiment, apparemment, les données de trafic à la maison seraient pratiquement au niveau du printemps, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui jouent le jeu du confinement, soit sous forme de télétravail, etc. D'un point de vue PIB, la grosse différence, je crois que ce qui avait été reproché à la France par rapport à d'autres pays, c'est que le BTP s'était arrêté. Oui. Là, il est toujours là. La deuxième chose aussi, c'est que l'industrie fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, les supply chains ne sont pas interrompus parce qu'au fait, au printemps, tout le monde a dû s'arrêter parce qu'il y a des fournisseurs qui s'arrêtaient. Donc, voilà. On produit, on n'a pas de problème pour produire. L'industrie produit, c'est les services en fait qui sont toujours affectés. Et donc, en fait, là où on était peut-être à moins 30 au printemps en PIB instantané, avant le reconfinement partiel, l'idée c'était qu'il y avait 5% irréductibles, les transports, les voyages, les loisirs, qui étaient indécrottables et qui n'étaient pas là, on le savait. Moi, mon impression, c'est plutôt que là, avec ce confinement, on va être plutôt à moins 10 en trend qu'à moins 5. C'est pas terrible. Le problème, c'est que ça risque de durer. Et quand on regarde par exemple, les chiffres de Deco qui sont publiés ce soir, qui est passé de moins 60 au T2, mais qui est encore à moins 38 au T3, avec certes moins 50 dans le transport, les aéroports, ça c'est normal. Mais même dans l'affichage dans les rues, on est à moins 35 parce qu'en fait, il y a du trafic en moins et donc on met moins de faces, mais aussi elles sont vendues moins chères parce qu'il y a moins de gens dans les rues. Ouais. Donc c'est quand même pour des entreprises comme celle-là, si ça dure un certain nombre de trimestres, ça va devenir problématique. Accor est déjà en train de restructurer sa dette. Ouais. Tout ce qui est hôtellerie, même la pub en général, c'est très très moyen.
Je voulais qu'on garde quelques minutes pour parler du dossier Ant Financial qu'on a déjà commencé à évoquer avec le secteur bancaire. Igor, donc je rappelle juste la séquence, hein, ça devait être aujourd'hui la plus grosse introduction en bourse de l'histoire à Hong Kong et Shanghai avec la fintech chinoise Ant Financial issue du groupe Alibaba fondé par Jack Ma, un entrepreneur qu'on connaît maintenant un peu partout dans le monde. Igor, tout ça s'est arrêté net il y a 48 heures sur décision du pouvoir central évidemment avec une régulation financière qui s'est durci 48 heures avant l'introduction en bourse de Ant Financial. Donc on comprend qu'il y a quand même une visée spécifique autour de Ant Financial. Comment vous comprenez les ressorts de cette décision qu'on comprend encore une fois très politique, venant de Pékin, qui arbitre quand même en sacrifiant une opération qui devait être, à la sortie du plénum du Parti communiste chinois, montrer qu'on gardait la maîtrise de la place financière de Hong Kong et qu'on était les leaders mondiaux dans le domaine de la technologie financière. Il y a deux grilles de lecture. La première, c'est que l'opération était presque trop gigantesque, puisqu'on parlait de 3 000 milliards de dollars d'intérêt de la part de l'investisseur particulier chinois, donc plus de 900 fois de sursouscription. C'est une société qui attire quasiment 20% du crédit à la consommation en Chine, avec un stock de prêts gigantesque, non couvert selon les règles des banques chinoises elles-mêmes. Donc il y avait une distorsion qui commençait à être, à mon sens, dangereuse du point de vue réglementaire et de l'organisation, à un moment où la Chine veut faire en sorte que son système bancaire financier soit crédible, puisqu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de sujets de finances opaques. Et si on veut avoir un système financier qui tourne, une monnaie convertible et être considéré comme un pays dans le capitalisme mondial, il faut un secteur financier et bancaire qui soit stable. Donc on lui a mis les règles beaucoup plus strictes, on a limité les prêts aux particuliers en montant, les prêts aux entreprises. Alors, je pense que cet entrepreneur devait être un petit peu dans les Jack nuages. Ma, oui. Et en fait, c'est pas son vrai nom. Hein. Son vrai nom, c'est Ma Yun. Et Yun, ça veut dire nuage en chinois. Donc, il était vraiment dans les nuages, je pense, à ce moment-là. Et peut-être le pouvoir chinois lui a dit redescend sur terre. Je veux dire, le timing de la décision, ils n'ont pas découvert avant-hier le business model d'Ant Financial en Chine, quand même. Hein. Non, mais c'est le timing qui est un peu surprenant quand même. Ouais, mais avant une élection américaine aussi, je ne sais pas s'ils n'ont pas pris peur aussi d'un scénario qui pouvait être défavorable. Bon, je pense que celui qui lit dans les pensées de Xi Jinping n'est pas de ce monde, en tout cas pas de ce territoire. Comment vous expliquez, Alain, encore une fois, qui sacrifie tout le symbole de cette opération? Alors quoi? Pour des intérêts de long terme, qui serait la préservation d'une stabilité financière, ou en tout cas des objectifs qu'on se fixe en matière de stabilité financière, bancaire notamment? Disons que tout à l'heure, on parlait des banques. Effectivement, quand on parle des banques chinoises, il faut bien voir que c'est un géant au pied d'argile, et que pour le coup, il y a une grande opacité. En fait, ça fait des années que les économistes disent que les banques, étant globalement contrôlées par le pouvoir, elles distribuent des prêts. On pourrait dire que finalement qu'en Europe et aux États-Unis... Sur commande, oui, c'est ça. On pourrait dire quelque part en Europe, aux États-Unis, avec les banques centrales qui arrosent, on a un peu pris aussi de mauvaises habitudes. Mais enfin, en tout cas, en Chine, c'est depuis très longtemps qu'on pense qu'il y a potentiellement des prêts toxiques, des prêts qui ont été distribués qui sont à risque en réalité. Alors comme l'économie est en surcroissance, parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour, etc., mais qu'un jour, si l'économie chinoise doit avoir un problème ou ralentir, ça passera par une crise bancaire majeure. Et donc on a a priori un système bancaire certes opaque, mais en tout cas potentiellement très vulnérable. Donc effectivement, si on a un concurrent qui arrive, qui s'introduit sur le marché et qui en plus ne respecte pas les règles, on peut comprendre en effet qu'il y a une volonté de le remettre au pas. Maintenant que ça se fasse la veille, effectivement, on peut imaginer qu'ils respectaient les règles jusqu'à ce qu'elles aient changé. Ils auraient pu y penser. Mais moi j'ai une lecture aussi plus politique, c'est tout simplement qu'on est dans une belle dictature et que le pouvoir n'aime pas des milliardaires qui commencent à se croire tout permis. Et là, la convocation du dirigeant comme un ambassadeur sera convoqué, c'est bien pour lui rappeler que le propriétaire de Ant Group, c'est pas lui, c'est l'État chinois. Donc moi, j'avoue, en tant qu'investisseur, ça envoie un signal. Pour une Chine qui veut s'internationaliser, être crédible sur le plan financier, je trouve que quand même, sabrer cette opération 48 heures avant, il faut qu'il y ait vraiment des intérêts derrière qui soient très forts à défendre. Parce que, en gouvernance, je serais tenté. Pour les investisseurs internationaux... Chez Glasgow, on n'investit pas directement sur la Chine. Donc dans les mandats, parfois, on va sous-traiter, on va prendre des choses. Globalement, moi, ça ne me donne pas envie. Enfin, historiquement, on avait barré l'Argentine parce qu'on considérait que c'était un pays dans lequel on n'était jamais vraiment propriétaire, qu'on fait l'affaire Repsol.
Mais pour moi, la Chine, c'est un peu pareil. Honnêtement, Alors, c'est pas la même taille de marché quand même. non, mais C'est- fondamentalement, que- De toute façon, dans les portefeuilles, se priver de la critère Chine, de non-investissement pour un Ouais, ouais. pays. Bon. C'est un État, un vous État êtes peut-être interventionniste ouais, ouais. qui est en train de dire attends, là non, finalement, on arrête ton truc parce qu'on considère que. Pour moi, c'est un signe très négatif et ça veut dire que est-on vraiment propriétaire de quelque chose quand on investit en Chine? non, mais Igor, et puis je laisserai Cyril conclure le droit de la sur l'affaire. propriété, c'est pas forcément le droit fondamental d'un système communiste, a priori. Voilà. Oui, mais pour les investisseurs, Donc, c'est une question qu'il faut se poser. Cyril, pour conclure, on a 2 minutes là sur l'affaire Ant Financial. Qu'est-ce que ça nous dit du fonctionnement de la Chine aujourd'hui? Est-ce que ça peut effrayer les investisseurs internationaux? Alors, je pense que tout a été dit. C'est un pays où, de temps en temps, il y a des gens qui sont rappelés à l'ordre, quelle que soit leur situation ou leur statut. C'est vrai que le message envoyé de premier niveau, peut-être, vous voyez, on fait bien notre travail, on fait vraiment attention à ce que, quelque part, le risque bancaire, que ce soit des fintechs ou des banques classiques, il est administré pas de la même façon. On sait aussi que, comme il a été dit, le financement, le shadow banking, pour l'appeler par son nom, c'est fait principalement via des banques qui avaient des problèmes de créances et que tout a été renfloué par l'État. Il y a encore eu pas très longtemps une faillite d'une banque qui était spécialisée dans le développement immobilier. C'était il y a à peu près un mois, pardonnez, j'ai oublié le nom, mais qui était très, très importante en termes d'encours. L'État est arrivé juste à point nommé pour sauver la banque parce qu'il était hors de question qu'il y ait un problème dans le développement immobilier en Chine. Donc voilà, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Maintenant, c'est vrai que le message, il est un peu confusant parce que on pouvait se dire que c'était une des façons de montrer qu'effectivement le côté financier marche bien en Chine. Et là, ce qu'on dit, et ce que le message envoyé aux investisseurs, c'est finalement tout ça ne tient qu'à un fil, un peu comme on a pu voir à une époque en Russie. Mais je pense que le fin mot de l'histoire, c'est quand même que, d'après ce que j'ai lu, c'est simplement décaler la mise en place. Oui. Donc je pense qu'on va attendre un tout petit rien. Ils vont faire quelques belles, on va dire. Ça se fera plus au même prix, hein. Ça se fera plus sur les mêmes multiples a priori. Hein. Oui, bien sûr, mais quand je vois ce qui était dans les books demandés et ce que ça a commencé à côté au gris, Vous dites c'est moi pas je me plus dis mal. exactement. Moi je me dis que c'est pas plus mal, ça fera faire moins de bêtises à moins de gens et encore une fois une deuxième relecture des comptes un peu différent, ça peut amener à une cotation peut-être un peu plus saine. Ouais. On peut lire effectivement que l'opération est bloquée pour 6 mois et que dans 6 mois, on verra si l'opération peut se faire. Sans doute pas au même prix. Effectivement, on lisait également que sur le marché gris, où peuvent déjà s'échanger de gré à gré des actions pas encore cotées, on parlait d'actions qui s'échangeaient déjà avec des primes de 50% par rapport au prix d'introduction. Bon, merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir participé à cette discussion. Cyril Collet qui est avec nous par téléphone, directeur de la gestion action de CPRM. Igor Demac, conseiller en gestion chez Vital Épargne. Et Alain Dubreuil, directeur de la gestion de Clarisco.